Le cinéma soudanais, un héros mort. Ce jour-là, c'est le titre que les journalistes de À la Une ont choisi de donner à leur émission de radio, précisant que, normalement, dans un film, le héros ne meurt pas. Ça, c'est bien vrai. Pour en discuter, des héros d'un autre film, Talking About Trees, qui sort en salle en France mercredi prochain, celui de notre invité, Souaïb Gasmel Bari. Le réalisateur soudanais est en effet retourné dans son pays natal pour y suivre 4 cinéastes sages et facétieux qui sillonnent leur pays pour y maintenir un semblant de cinéma, en projetant des films au grand air ou en rénovant une salle de cinéma à l'abandon, et ce, malgré la censure du pouvoir. Une histoire oubliée des cinéastes soudanais, une histoire dont la mort annoncée est en train de s'écrire, à moins d'en raviver la mémoire et de maintenir en vie l'envie absolue de cinéma d'un peuple dans et malgré la dictature. Chers auditeurs, aujourd'hui à la une, le cinéma soudanais, un héros mort. Le cinéma a fermé car il passait toujours les mêmes films. C'était une décision administrative. Non, politique. Ce serait bien si le cinéma rouvrait. Les films d'action plairaient à beaucoup de gens. Chers amis, nous voulons rouvrir le cinéma La Révolution. Venez, venez, venez voir le film que vous avez choisi. Comme ça, personne ne se plaindra si le film est mauvais. Bonjour à vous, Souaïb Gasmel Bari. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Qui sont Ibrahim, Souleymane, Manar et Al-Tayeb? Quelle notoriété ont-ils aujourd'hui dans leur pays, au Soudan? Ce sont les premiers cinéastes soudanais à avoir étudié le cinéma à l'étranger dans les années 60-70, en Égypte, et en Russie et en Allemagne de l'Est. Ils portaient beaucoup d'espoir en fait quand ils sont rentrés dans les années 60 pour créer un cinéma artistique au Soudan. Ils ont réalisé pas mal de films, des courts-métrages. Ils ont rencontré plein d'obstacles de l'État. Mais quand même, ils ont réussi à créer des films qui sont très exigeants artistiquement et intellectuellement. Eux, ils ne sont pas partis. Ils sont restés au pays, sauf avant, quand ils faisaient leurs études. Oui, ils sont partis pour les études et après le coup d'État de 89 au Soudan, d'Omar el-Béchir, il y a deux entre eux qui étaient contraints de quitter le pays parce qu'ils ont été virés de leur travail, arrêtés et tout ça. Donc Ibrahim Shaddad et Al-Tayeb, ils sont partis et sont revenus 15 ans après. Voilà, la date clé, c'est 89 avec ce coup d'État qui va agir comme une rupture, comme une date un peu coup-près. Oui. On y reviendra dans l'histoire de vos 4 héros et dans l'histoire du pays, bien sûr. Alors, ils sont beaux, ces 4 hommes. Hein. Ils ont jamais très loin d'eux cette vieille caméra 16 mm, un bout de pellicule, et ils ont surtout leur passion complètement intacte. On sent le talent empêché, on aime aussi l'humour, le leur, dans un contexte qui ne prête pas vraiment à sourire, peut-être cette politesse du désespoir. Il faut un peu penser aussi aux compères de Buena Vista Social Club, le film qu'avait réalisé Wim Wenders, sorti en 99. Vous, comment vous les avez rencontrés ? J'ai rencontré d'abord leurs écritures, parce que c'est aussi des critiques de films, et donc ils publiaient une revue de cinéma qui a duré jusqu'à les années 80, qui s'est arrêtée aussi. Et j'ai lu des articles d'abord qui parlaient de leurs films, mais leurs films ils n'étaient pas accessibles pour ma génération, parce que j'ai grandi dans les années 90, où le cinéma n'était plus accessible du tout au Soudan. Je les ai rencontrés, je rentrais au Soudan pour réaliser un film de fiction, et ça n'a pas marché. J'ai réalisé que c'était très difficile en fait de réaliser un film sans passer par les chemins de pouvoir, sans faire des compromis éthiques et politiques et tout ça. Donc ce projet a échoué, mais heureusement j'avais la chance, je les ai rencontrés, ils rentraient d'exil, ils essayaient de faire revivre leur groupe, de partager l'amour du cinéma, d'organiser des projections dans les villages, et voilà. Ce projet de fiction avorté pour vous et cette rencontre, du coup, c'est en quelle année ? C'était en 2006, quelque chose comme ça. Et vous tournez avec eux de quand à quand ? 2015 jusqu'en 2018. Ça aura pris 3 ans.
environ, ce projet-là. Ouais. The Talking About Trees. Comment est-ce qu'ils ont accueilli votre projet de les filmer, de les suivre? Au début, ils étaient un peu méfiants. Ça dépendait, en fait. Il y a deux entre eux qui étaient très enthousiastes dès le début. Mais Ibrahim Shaddad et Suleyman, comme ils sont des cinéastes, donc pour eux, ça les questionnait, en fait, des cinéastes. D'être filmés, c'est déjà difficile. Au départ, c'était drôle. Quand j'ai commencé à filmer, Ibrahim, le personnage principal, il venait derrière la caméra, il me demandait qu'est-ce que c'est ce cadre-là, il m'engueulait tout le temps, c'était comme à l'école un peu. Mais avec le temps, c'est devenu une richesse de film aussi, qu'on pouvait parler la même langue de cinéma, et voilà, ça enrichissait le film. Quand ils ont compris que je ne faisais pas un film historique, je ne faisais pas des interviews, que l'idée, c'était pas seulement de parler de cinéma comme un héros mort, mais tout ce qui pouvait exister. Les images qui ont été réalisées, mais les images qui ont été interdites ou effacées et qui sont restées désirs. En fait. Ouais, ils vous ont un peu testé au départ, un peu éprouvé. Il a fallu montrer un peu patte blanche avec eux pour pouvoir les suivre et obtenir, conquérir leur confiance. Et vous racontez cette question d'Ibrahim qui vous dit tu as fait des études à l'étranger, tu es revenu au Soudan, tu as fait la même faute que nous il y a 40 ans. Est-ce que ta famille est riche? Vous lui répondez Non. Tu as des liens avec la sécurité? Bien sûr que non. En ce cas, vous dit-il, tu as deux choix, soit retourner en Europe pour filmer des histoires d'amour et vivre heureux du cinéma, soit rester au Soudan et on te gardera une place sur notre banc d'attente. Parce qu'ils ont beaucoup attendu, eux, 4. Ils ont beaucoup attendu pour pouvoir recommencer à rêver les yeux ouverts de cinéma. Exactement. C'était le premier titre en fait de projet Bande d'attente. Mais après, ça aussi, ça faisait partie de tests. Il testait ma patience aussi, Ibrahim. Et en fait, il y avait une tonalité sarcastique aussi dans ce qu'il disait, parce qu'eux, ils ne sont pas sur un banc. Ils ne sont jamais arrêtés. Ils voulaient toujours être en mouvement. Et je pense que c'est leur façon aussi de résister à un état, à une ambiance politique qui essaie de les immobiliser, en fait. Et donc, à chaque fois, ils arrivaient à être en mouvement pour réaliser des petites victoires symboliques, de montrer le cinéma dans un pays où c'était problématique de montrer le cinéma. Pour eux, c'était des victoires. Donc, quand ils me posaient ces questions-là, c'était aussi pour me tester son côté sarcastique aussi. Il était clair pour vous dès le départ, Souhaïb Kasmelbari, que vous raconteriez la petite histoire dans la grande, des trajectoires humaines dans l'histoire du pays? Oui, bien sûr. Je voulais pas faire un film juste qui... je pense que si on fait un film politique frontal au Soudan, donc on fera un film très tragique. Et moi, je voulais raconter ça à travers les 4 personnages, à travers leur présent, parce que pour moi, ils sont au présent aussi des Don Quichotte magnifiques qui combattent et qui continuent à combattre. Je voulais aussi montrer leur façon de soigner les blessures, leur façon très élégante et digne. Voilà. Donc, Et à travers eux, ce que le pays a pu connaître et vivre depuis une trentaine d'années. Exactement. Le cinéma, c'est une partie de l'histoire, mais après, ça dépasse le cinéma, l'histoire de film. Alors, ces 4 complices de toujours vont donc tenter d'organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum, et ils vont se mettre aussi en tête de redonner place à une salle de cinéma un peu à réessayer, de la rénover pour tenter d'y projeter des films. Vous les avez filmés quand ils préparent aussi ces projections publiques. Comment ça marche? Il faut demander des autorisations à combien de personnes? C'est un labyrinthe. C'est un parcours du combattant. Kafkaïen, vraiment. C'était interminable. Comme il y a des personnages, Hannah qui dit c'est une histoire sans fin, ou c'est un scénario sans fin. C'est exactement ça. Où ils avaient l'habitude avant de projeter des films dans les villages, parce que c'est un peu plus simple en fait. Il y a moins de surveillance dans les villages. Pouvaient s'organiser avec les communautés, avec les gens sur place.
Mais ils avaient toujours en tête ce grand projet de rouvrir un cinéma, juste pour donner un exemple, en fait, donner envie aux gens de lutter pour ça. Et donc, c'est avéré être quelque chose d'extrêmement compliqué d'ouvrir une salle de cinéma, parce que le pouvoir, il ne voulait pas que les gens se rassemblent aussi. Donc, un cinéma, c'est, comme ils leur disent dans le film, le responsable de la sécurité, il leur dit « Mais pourquoi vous ne projetez pas dans votre local ?» Et ils lui répondent « Parce qu'on peut accueillir que 20 personnes. » Il leur dit « Ah, donc vous voulez plus que ça, plus que 20 personnes. » Et voilà, c'était un grand combat. Vous filmez d'ailleurs et vous montrez un plan avec des chaises vides du cinéma. C'est déjà pour un spectateur un acte transgressif que d'aller au cinéma. Oui, les cinémas, c'était déjà compliqué en fait de filmer tout ça et d'aller dans les salles de cinéma parce que c'est des lieux abandonnés. En fait, c'est le seul cinéma où on a eu un peu un soutien de propriétaires et des gens de quartier, mais où ils avaient déjà essayé plusieurs fois dans les cinémas. Et une fois, Suleiman, par exemple, il s'est fait arrêter parce qu'il est entré dans le cinéma, il prenait juste des photos. Et oui, c'est un acte de résistance déjà. Déjà pour ceux qui y vont. Et sur les films projetés du coup dans ces années-là, alors que la censure sévit aussi, quels sont les films qu'on peut montrer ? Est-ce que c'est des films que ces quatre messieurs vont, à travers leur projection aussi, montrer au public ? Est-ce que ce sont des films soudanais ? Est-ce que ce sont des films américains, russes ? Comment est-ce qu'on se procure les pellicules et quels films peuvent être projetés ? Oui, ils font des projections de cinéma itinérant, donc pas dans les salles de cinéma, parce que les salles de cinéma, elles ont fermé vraiment, elles étaient fermées depuis 30 ans, et c'est peut-être la première tentative de rouvrir une salle de cinéma. Mais où ils projettent de tout. C'est des intellectuels de cinéma, vraiment des cinéphiles, mais ils sont conscients aussi que le peuple soudanais a été privé de cinéma depuis 30 ans, donc... Voilà, ils essaient de montrer des films qui sont aussi accessibles. Par exemple, Charlie Chaplin, pour eux, c'est déjà en passion, pour moi aussi. Donc, et c'est des copies, bien sûr, piratées ou tout ça. Pas de pellicule, on fait des projections de petite échelle avec des projecteurs et des copies juste digitales. Mmh. On peut mourir de mort naturelle ou être assassiné par un traître. Ça, c'est ce que dit l'un de vos personnages au début du film, à la radio, à cette question, qui n'en est pas une d'ailleurs. Le cinéma soudanais, un héros mort, il n'y a pas de point d'interrogation quand les journalistes titrent ainsi leur émission radio. Qui ça dérange à ce moment-là ? On peut mourir de mort naturelle ou être assassiné par un traître. Qui est le traître qui aurait pu vouloir ou a assassiné le cinéma soudanais, pour vous, Souhaïb Ghasmalbari ? Bien sûr, c'est clair. Dans le film, on le comprend. Et même les journalistes qui interrogent... c'est une bonne remarque que ce n'était pas en question, parce que tout le monde le sait, qui a assassiné le cinéma au Soudan. C'est ceux qui ont imposé le couvre-feu en 89, le 30 juin. Le lendemain, les salles de cinéma, ils étaient morts parce que la plupart des salles de cinéma au Soudan, ils sont ciel ouvert et donc ils projetaient les films la nuit et le couvre-feu a été imposé à partir de 7h du soir, donc automatiquement ils sont morts. Mais après aussi la production de films au Soudan a été assassinée. En 93, le Centre national de cinéma qui produisait pas vraiment, mais juste qui importait des films, les distribuait dans les salles et produisait très peu de films, a été aussi fermé. Ces 4 cinéastes-là, ils ont été virés de leur travail. Ibrahim et Suleiman, ils ont été arrêtés. Donc oui, c'est la dictature... qui a assassiné
le cinéma. Depuis ce coup d'État de 89 d'Omar El-Béchir, destitué en avril dernier, aucun film produit au Soudan. Ça explique peut-être aussi le titre de votre film Talking About Trees, Souhaïb Gasmel Bari. C'est un titre que vous avez emprunté à un poème de Brecht qu'il a aussi écrit durant son exil après 1939. Que sont donc ces temps où parler des arbres est presque un crime, puisque c'est faire silence sur tant de forfaits? Vous, en réalisant ce film, vous avez souhaité planter un arbre? Oui, et je voulais, se tenir à ce presque dans cette citation-là. C'est presque un crime, en fait. Et moi, je trouve que cette phrase-là, en fait, elle reflète très bien le poids symbolique, en fait, de film. Et de leur histoire, parce que leur histoire, c'était toujours un conflit intérieur de l'artiste dans un temps de fascisme, où il est face à deux choix très difficiles, en fait. Soit de faire des compromis et faire ses films, réaliser son art et tout ça, ou bien choisir les chemins plus difficiles, ardents, et devoir renoncer à son art, ne pas pouvoir faire des films. Où ils ont choisi les chemins ardents, les chemins les plus difficiles de résister. Ils ont dû renoncer à plein de projets, plein d'images qu'ils ont pensées, ils sont restés désirs. Et voilà, je trouve que cette phrase-là, elle reflète tout ça. C'est à la fois une bataille et un acte de résistance. C'est les deux à la fois. On va écouter un autre extrait de Talking About Trees où on souffle des bougies. Happy birthday to you, Manar. Comment avez-vous eu cette idée? Chaque bougie représente 22 ans et un tiers. 67 ans aujourd'hui. Tu pensais pas les atteindre? Je pensais que je serais seule. Ça va être difficile. J'ai réussi du premier coup. Bon anniversaire, Mana. Garde la santé et que nous soyons toujours unis. Rester ensemble et mourir ensemble. C'est une forte histoire d'amitié aussi entre eux. Oui, tout à fait. De tendresse et de solidarité entre eux. Ils ont un rapport maternel ensemble, en fait. C'est une amitié de plus que 42 ans, 45 ans. Donc, qu'est-ce qui les a unis, vous pensez, profondément? Qu'est-ce qui les tient? Je pense au départ, c'était le cinéma. Après, c'est devenu 10 000 autres choses. C'est une histoire d'amour, donc il y a toujours plusieurs niveaux. Pourquoi une histoire d'amour comme ça, d'amitié très forte, continue pendant 45 ans, c'est très difficile de répondre. Je pense qu'à travers le film, j'essaie de répondre à ça et donner juste des images de ça. Et il y a un espoir qui, contrairement à ces bougies, ne s'éteint pas. L'espoir de voir renaître le cinéma soudanais. Est-ce que vous pensez que cette renaissance, cette résurrection accompagnera un renouveau dans le pays? Est-ce que le cinéma a aussi un rôle à jouer dans cette renaissance-là? Oui, évidemment. Il est nécessaire, bien sûr, de faire renaître le cinéma, mais la situation au Soudan, aujourd'hui, il est assez complexe. Tout est encore nouveau. Et je pense, mon avis personnel, en tout cas pour l'instant, que ce serait indécent même de mettre le cinéma comme priorité pendant qu'il y a des milliers de gens qui attendent justice pour leurs victimes, sans sauver l'économie soudanaise, sans sauver l'agriculture, la santé. En fait, le régime il nous a livré un pays qui est complètement en ruine. 80% du budget soudanais, il allait à la guerre et à la répression. Donc, quand on me pose cette question-là, je dis toujours mon espoir pour le cinéma pour l'instant, c'est que le nouveau gouvernement comprenne juste qu'on a besoin de vraie liberté, une liberté qui n'est pas conditionnée par les relations avec le pouvoir ou les ministres ou tout ça, et qu'il nous laisse faire des films
montrer des films. Et c'est évidemment la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que votre film qui sort en salle en France mercredi prochain, est-ce que votre film pourra être projeté là-bas ? Oui, maintenant, bien sûr, il pourra être projeté. On ne va pas demander des autorisations aussi pour tester ce changement aussi, si c'est vraiment, s'il y a des vraies libertés ou non. Et l'idée, c'est de le montrer dans le même cinéma. Qui s'appelle La Révolution, ce cinéma. Il faut quand même le dire, ce qui est un nom incroyable. L'envie, l'espoir aussi pour vous de projeter ce film là-bas, dans ce cinéma-là. On n'a pas parlé, mais il y a bien sûr dans tout ce qui se joue actuellement au Soudan une place, comme dans toutes les révolutions qui se font dans le monde pour l'image, une place très importante. On a notamment vu circuler celle d'une vidéo où Allah Salah, qui est devenu une emblème du mouvement de la contestation, harangue la foule. Écoutez. Quand la révolution a commencé en décembre 2018, nos demandes étaient claires. Notre slogan disait « Liberté, paix et égalité ». Nous voulons que la paix, la liberté et l'égalité soient appliquées au Soudan. Ce qu'on veut, c'est changer le système mis en place par Omar el-Béchir. Nous voulons arracher ce régime qui s'est enraciné pendant 30 ans au Soudan et qui est corrompu. Nous voulons changer le système et avoir un nouveau Soudan. Nos demandes, maintenant que Béchir est tombé, c'est de juger le système et ses représentants et tous ceux qui ont fait couler le sang de la population soudanaise. Nous avons un rêve pour le Soudan. Nous rêvons d'un pays où les lois seront appliquées, sans népotisme. Nous voulons qu'il soit jugé. Là, il y a le franc-parler de cette femme, cette parole aussi, qui est en train de se libérer. Cette nouvelle génération aussi, qui, sans chasser la précédente, qui aura sûrement aussi un rôle à jouer dans ce qui se passe en ce moment, aura beaucoup à dire et beaucoup à faire. Là, ce sont 4 hommes que vous avez suivis. Ici, c'est une femme. Elles sont en train aussi de prendre leur part dans cette bataille qui se mène aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, elle se mène depuis 30 ans aussi. Le peuple soudanais n'a pas arrêté de résister à ce pouvoir-là et il a donné beaucoup de victimes aussi. Et en fait, le mouvement féministe, le mouvement des femmes au Soudan était toujours en première ligne en fait. Le régime s'attaquait d'abord aux droits des femmes, à tous les acquis de la lutte féministe au Soudan qui a commencé assez tôt en fait par rapport à la région depuis les années 50 et cette dernière révolution, parce qu'il y en a eu plusieurs durant les 30 ans, il a été vraiment, on peut dire, dirigé par les femmes, mené par les femmes dans les manifestations, c'était majoritairement des femmes aussi, donc oui. Vous êtes retourné là-bas, à ce moment-là. Vous avez eu envie de filmer ces manifestations ? Absolument pas. J'ai pas envie de filmer. C'est quelque chose, c'est des moments que j'attendais depuis 30 ans. C'était plus grand que l'image ou le cinéma ou tout ça. Dans le moment de sit-in, tout le monde me demandait il est où ta caméra ? Il est où ta caméra ? Et en fait, j'avais juste un cahier, je notais. C'était très... Ça dépassait mon imagination et l'imagination de tout le monde. C'était un moment incroyable pour nous tous. C'est comme si on attendait pendant 30 ans un rêve. Et quand il arrive, il est beaucoup plus épique que ce qu'on pouvait imaginer. Donc pour moi, à ce moment-là, ça aurait été en faute en fait, de le regarder à travers un cadre. Voilà. Le secret, c'est 4 hommes longs et ils le partagent au moment de cette scène d'anniversaire de Manar, dont on entendait un extrait. Notre génération, disent-ils, a connu des années de tempête, rester ensemble et mourir ensemble. Ce sont les mots. Invité jusqu'à 13h30, le réalisateur Souhaïb Gasmel Bari pour son film Talking About Trees qui sort en salle mercredi prochain en France. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Vous n'avez pas eu, vous, envie de filmer, de capter ces images des manifestations J'ai pris des photos. Qui auraient pu, voilà, en tout cas vous n'avez pas sorti votre caméra, qui auraient pu faire l'histoire aussi. Eux, ce qui est étonnant, c'est que durant toutes ces années, ces 3 décennies notamment, ils ont
cachés comme des trésors, des bobines de films. Ils ont gardé aussi peut-être leurs films à eux. On voit quand il y a l'ouverture d'une des malles, on y retrouve des films de Truffaut et autres. On y retrouve des notes prises durant leurs études, comme un trésor qu'ils auraient gardé tout près d'eux. Où sont gardés leurs films? Comment sauvegarder ce patrimoine du cinéma soudanais? Quand on a commencé à faire le film, leurs films, ils les avaient gardés chez eux, en fait, et quelquefois dans des conditions assez difficiles, et certaines copies étaient perdues et tout ça. Mais heureusement, grâce à ce projet-là, et aussi, ça nous a permis de rencontrer plusieurs personnes dans le monde, et en fait, leurs films, ils ont été restaurés. Il y a eu un projet en fait de restauration de leurs films entre le Sudanese Film Group, leur groupe, et l'Arsenal, qui est un institut en Allemagne. Ils ont réussi à retrouver, par exemple, le film perdu de Suleiman Mohamed Ibrahim, qui a été produit à Moscou en 1978. Il avait complètement perdu espoir de le retrouver, et ça a été retrouvé récemment et a été restauré. Donc leurs films maintenant, ils sont disponibles, restaurés, et ils sont projetés même quelquefois dans des festivals. Donc c'est le happy end de film qu'on ne voit pas dans le film. Et vous, comment vous êtes fait une culture cinématographique? Vous dites, quand j'ai grandi, c'était les 10 premières années, jusqu'à vos 10 ans au Soudan. Vous avez aussi grandi dans un désert culturel. À ce moment-là, il était très compliqué de voir des films. Oui, compliqué de voir des films, compliqué d'écouter des chansons, compliqué de trouver des livres. Et c'était intentionnel, bien sûr. Et donc, j'avais pas vraiment de culture cinématographique jusqu'à très tard. Je pense là-dessus, je suis un late bloomer, comme on dit. Mais c'est quand je suis parti, en fait. Je lisais beaucoup de littérature, c'était à travers le livre. Et c'est en arrivant en France et à Tours où j'ai commencé à apprendre le français là-bas. Il y avait un cinéma, les studios. Et c'est là où j'ai commencé à regarder des films et voilà. C'était une passion, j'ai commencé à les dévorer pour rattraper le retard. Aujourd'hui, vous aimez les cinémas du monde entier. Ça va évidemment de la nouvelle vague au cinéma asiatique, avec une passion pour le cinéma de l'Est. Est-ce qu'il y a une tradition africaine pour vous d'un cinéma contemplatif et poétique dans laquelle le cinéma soudanais s'inscrit, dans laquelle vous avez voulu vous inscrire, vous, aujourd'hui, avec Talking About Trees, qui est un film très poétique, hein, on le disait, avec un humour très tendre de ces 4 personnages. Mais la poésie est nécessaire à la vie. Pour moi, je pense que je m'inscris dans l'héritage de leur film et même de leur tentative de film aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant et surprenant dans leurs films, c'est que des films qui ont été produits dans des conditions très difficile, sans soutien de l'État ou du secteur privé. Mais ils sont pleins d'exigences artistiques. C'est-à-dire qu'ils questionnent même la grammaire du cinéma. Ils viennent d'un pays où il n'y a pas vraiment de production de films. Ils ont la possibilité de faire des courts-métrages, mais en même temps, ils les font très exigeants. Par exemple, Ibrahim Shaddad, il a un film qui s'appelle Chameau, où le personnage principal, c'est un chameau. Et pour moi, c'est un icône de film expérimental. Et donc, ça ne s'inscrit pas forcément dans un mouvement de cinéma africain, parce que c'est assez vaste aussi, et c'est très varié. Mais je m'inscris sur la lignée de ces cinéastes-là d'abord. Après, bien sûr, j'ai mes cinéastes préférés comme Mithendo, Sissakou, Cissé, voilà.
Et Sissako, vos 4 cinéastes soudanais l'aiment beaucoup aussi. D'ailleurs, votre film aurait pu s'appeler En attendant le bonheur, mais le titre était déjà pris par Abderrahmane Sissako, cinéaste et producteur mauritanien qu'on connaît bien aussi pour son film Bamako et Tombouctou, notamment, qui avait été en sélection à Cannes et obtenu un César du meilleur film. D'ailleurs, le film Eremak Kono, qui signifie En attendant le bonheur, titre d'un livre de Marie Scondé, va être projeté dans votre film. On en voit la projection. Écoutez un extrait de ce que dit Abderrahmane Sissako sur l'état désastreux, selon lui, du cinéma dans l'Afrique subsaharienne notamment. L'Afrique subsaharienne, excepté l'Afrique du Sud, il y a des pays qui font 20 ans sans faire un film. Et donc, quand on me dit que je peux faire un film, je ne peux pas raconter la petite histoire qui se passe dans mon petit appartement du 11e arrondissement. Non, je dois faire face à mon pays, à mon continent. Ce sont des mots que je dis même difficilement parce que je ne crois pas qu'un continent appartienne à quelqu'un ou qu'un pays appartienne à quelqu'un. Mais aujourd'hui, je le dis parce que c'est là où la faiblesse existe, c'est là où il y a la grande fragilité de l'humanité se trouve en ce moment. Mais la grande fragilité, la souffrance, elle ne veut pas dire que l'Afrique n'est pas forte. Elle ne veut pas dire que l'Afrique n'est pas un continent joyeux, un continent de force vive. Elle est là. Moi, je vois, dès que je retourne à Nouakchott ou à Bamako, je vois la force réelle des gens, je vois la belle vie. Mais quand même, on ne peut pas résumer ou réduire l'Afrique à sa souffrance par moment ou à son bonheur ou à la joie de vivre de l'autre côté. C'est plus complexe que tout ça. Vous êtes d'accord avec lui, la grande fragilité de l'Afrique ne veut pas dire que l'Afrique n'est pas forte ? Oui, bien sûr, la fragilité en elle-même, c'est une force. Quelle est la force pour vous actuelle du cinéma soudanais ? Est-ce que ce sont ces mémoires, ces 4 mémoires que vous avez filmées notamment ? Bien sûr, mais aussi, aujourd'hui, il y a plusieurs tentatives en fait, de faire exister un cinéma soudanais. Il y a cette année au moins 3 films qui font le tour des festivals. Ça reste encore des initiatives individuelles. Il n'y a pas vraiment de production de cinéma au Soudan jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ça ensemble, bien sûr. Et aussi le désir, en fait, du peuple, le désir des gens de voir des films. On a pu témoigner ça pendant le film, que les gens ils avaient soif de films. Ce désir-là, il ne s'est pas éteint. Comment vous l'avez constaté, ce désir ? Vous l'avez vu où ? Dans leurs yeux ? Dans leurs yeux, mais aussi dans les projections, dans les villages, ou quand on essayait d'ouvrir le cinéma, ou les gens qu'on rencontrait. Il y a quelques années, quand je disais au Soudan, quand quelqu'un m'a demandé quel est mon travail, et je répondais cinéaste, les gens ils rigolaient, mais est-ce qu'on a un cinéma soudanais ? Aujourd'hui, avec la révolution, avec les quelques films qui sont sortis, et aussi avec les projections qui ont lieu dans les quartiers, dans les villages, les gens ils ont récupéré une sorte de espoir et de fierté, en fait. Voilà, pour eux, le cinéma, c'est toujours resté quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Comme l'Égypte est juste à côté, il y a une énorme production en Égypte, donc les Soudanais se sentaient toujours inférieurs. On ne pourra jamais faire de cinéma, de toute façon, on n'a pas de cinéaste, nos acteurs ils sont mauvais, tout ça. Mais en fait, c'est en train de changer aujourd'hui. La confiance revient. Et après votre film, il y en a eu d'autres et il en viendra sûrement beaucoup d'autres. Et de vous, assurément, Souaïb Gasmelbari. Tire le premier, ne tourne pas le dos à ces sales cow-boys, dit l'un à Manar, en mimant cette scène. Votre film aurait aussi pu s'appeler Le cinéma ou la vie. C'est un film de combat et de résistance. Il s'intitule Talking About Trees et il sort en salle en France mercredi prochain. Merci beaucoup à vous. Merci. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour La Grande Table Culture, avec l'aide de Sophie Bréus et de Sophie Marty et de François Bréus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien, avec Adèle Caglar, à la vidéo, Jérémy Kaufmann. Je vous souhaite un très bel après-midi sur France Culture.